Bonsoir à tous. L'équipe du musée est ravie de vous accueillir ce soir et surtout d'accueillir Jean-Pierre Brard pour cette première conférence du cycle qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition Hugo Politique. C'est un grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Brard, qui est membre honoraire du Parlement, comme on dit aujourd'hui, donc après, je crois, presque un quart de siècle d'Assemblée nationale en tant que député de Montreuil, donc aujourd'hui Front de Gauche, et député et maire de Montreuil d'ailleurs. Et en fait, avec Vincent Gilles et Martine Contensoux, donc, qui sont les commissaires de l'exposition, je tenais beaucoup à ce que vous soyez le premier à essuyer les plâtres de ce cycle de conférences, parce qu'en fait, vous avez la palme des citations de Victor Hugo à l'Assemblée. Alors c'est une palme qui n'est pas seulement en nombre, mais je dirais en qualité aussi. Et les extraits de vos interventions qu'on peut voir dans la vidéo de l'exposition le prouvent assez et montrent que, à la fois, comme vous le disiez, avoir des convictions et avoir une certaine connaissance et un certain amour de l'œuvre de Victor Hugo permettent un usage rhétorique de la chose particulièrement efficace et savoureux, symbolique ou émouvant des fois d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un grand plaisir de vous écouter, et je crois que vous avez souhaité parler ce soir justement de Victor Hugo parmi ses pairs. C'est vrai que pour nous, c'était important d'avoir le témoignage d'un homme politique d'aujourd'hui, puisque cette exposition n'est pas seulement un parcours historique sur l'engagement de Victor Hugo, mais aussi l'occasion de montrer à quel point il est toujours actuel dans la pensée, dans les débats politiques français, et sans doute sur les choses qui sont les plus profondes, peut-être les plus émotives, les plus importantes dans le jeu politique. C'est pour ça que cette exposition a été programmée avec à propos et peut-être un peu d'impertinence entre les élections présidentielles et les élections municipales, pour une sorte de façon de revenir aux fondamentaux peut-être. Donc c'est pour ça qu'il était très important, puisque l'exposition parle de Hugo politique, que la politique nous parle d'Hugo et nous parle du rôle, de la présence de Victor Hugo aujourd'hui. Donc merci Jean-Pierre Brard d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité, parce que je vous avoue que votre invitation m'a surpris. C'est un exercice improbable pour moi, donc à haut risque. Alors vous dites essuyer les plâtres. Moi j'ai souvent l'habitude de dire qu'un homme politique, sa spécialité, c'est de n'en avoir aucune. Et donc pourquoi pas, parmi les nombreuses choses qu'il fait, essuyer les plâtres. D'après tout, il n'y a pas de sous-métier. Et je remercie aussi les agents de l'Assemblée nationale qui m'ont aidé, en particulier de la bibliothèque, qui m'ont aidé déjà dans d'autres circonstances, par exemple récemment sur le 50e anniversaire du traité franco-allemand. Ces fonctionnaires de l'Assemblée qui sont aussi discrets qu'efficaces et à la curiosité inextinguible. Je le dis en passant, parce que il y a certains de mes pairs, mais je vais revenir là-dessus, qui les voient en transparence, et ils ont tort, parce que sans eux, ils n'existeraient même pas. Alors justement, je voudrais revenir sur cette affaire des pairs. Vous imaginez bien que je ne me vois pas pair avec Victor Hugo, parce que ça serait presque blasphématoire. Mais dans une première partie, je voudrais traiter mes pairs actuels, comment je les vois, et dans quel sens, moi, je vois le sens de père. Alors, comme souvent, quand on hésite, on se reporte au petit Robert, ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans le petit Robert à père? Personne semblable quant à la fonction, la situation sociale. Et je vais vous dire que, eh bien non, je ne suis pas semblable. Et justement, je vais vous dire ce que je ne suis pas en vous disant ce que sont mes pairs. Mes pairs, qui est-ce? Ce sont des députés
des parlementaires. Alors, puisque nous lions ça à Victor Hugo, quel est leur rapport aujourd'hui à mes semblables dans la fonction avec Victor Hugo? Et je parle sous le contrôle des fonctionnaires de l'Assemblée qui sont ici, qui sont toujours très attentifs au débat, parce qu'on a assez souvent recours à Victor Hugo à l'Assemblée nationale, ou bien sur le mode illustratif et alibi pour montrer qu'on a quelques connaissances. Bon, souvent, ce ne sont pas les députés eux-mêmes qui les ont, mais ils ont demandé à leurs collaborateurs d'aller chercher à toute vitesse dans le dictionnaire des citations qu'est-ce qu'ils pourraient faire bien pour illustrer un discours. Et puis, il y a des citations qui répondent à une volonté idéologique, c'est-à-dire qui font référence à un corpus de valeurs qui, selon moi, sont constitutives de notre héritage. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire un mot sur les parlementaires et la culture, puisque nous parlons de Victor Hugo, qui est un homme évidemment éminemment cultivé et qui est l'un de nos fleurons nationaux, et qui d'ailleurs est plus qu'un fleuron national, qui appartient à la culture universelle, contrairement à ce que j'ai entendu dans la vidéo qui est présentée ici, quand j'entends des parlementaires dire qu'aujourd'hui il y a des pays comme la Chine, on ne sait pas qui est Victor Hugo, mais quel est l'imbécile qui peut dire une chose pareille? C'est une sénatrice, ce n'est pas du tout misogyne ce que je dis, mais ça prouve simplement que cette femme est totalement inculte et qu'à l'image de la moitié du Parlement des États-Unis, elle ne doit pas avoir de passeport, elle n'est jamais sortie de chez elle. Sinon, elle aurait vu que Victor Hugo reste une référence universelle. Et alors, les parlementaires, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, et si vous avez des doutes sur ce que je dis, et je vous conseille d'avoir des doutes, parce qu'il faut toujours garder son esprit critique, je vous recommande de suivre les débats de l'Assemblée nationale. Et vous verrez à quel point nous avons un personnel politique inculte. Et cela se manifeste de diverses manières. Je pars du basique. C'est la mauvaise maîtrise de la langue. Et quand vous lisez Victor Hugo, quelle maîtrise de la langue! Et bien qu'il revendique son évolution en même temps. Vous avez la mauvaise maîtrise de la langue, vous avez la mauvaise construction des discours, vous avez l'inculture qui se manifeste dans l'utilisation des mots. Par exemple, il y a un mot dont l'utilisation me met hors de moi quand il est mal utilisé, c'est le mot décade. Chacun devrait savoir que quand on parle de décade, on ne parle pas de décennies et qu'on ne fait pas référence à une série de 10 ans, mais à une série de 10 jours. Eh bien, suivez les débats de l'Assemblée nationale et vous verrez à quel point ils sont ignorants. Mais il y a aussi les translations, et ça, c'est autre chose. Ce n'est pas de l'inculture, c'est de la trahison. Quand on utilise équité à la place d'égalité, par exemple, vous voyez bien que c'est tout notre héritage depuis les Lumières qui est remis en cause. Alors, pour l'inculture, je ne parlerai pas des accords de participe passé qui irritent les oreilles, ou bien, je ne dis pas que si on prend n'importe qui sur la place des Vosges, chacun sait qu'après que n'est jamais suivi du subjonctif, mais normalement, à l'Assemblée nationale, on ne devrait pas commettre ce genre de faute, où malgré devrait toujours être suivi d'un substantif, n'est-ce pas? Alors je sais bien que pour être député, on ne passe pas d'examen, si ce n'est devant les électeurs. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui peuvent être députés Marine Le Pen ou M. Collard, dont on ne sait pas quel est l'article qu'il met devant Führer, si c'est un masculin ou un féminin, effectivement, là, tout est permis. Je ne parlerai pas de la concordance des temps, des anglicismes. Quand c'est Madame Lagarde qui utilise des anglicismes, c'est sa deuxième nature. Mais il en est d'autres, quand ils utilisent des anglicismes, c'est surtout pour mettre leur ignorance à l'abri, ou bien pour faire semblant d'être savants. Par exemple,
Quant à la commission des finances, ou dans les débats budgétaires, on parle de benchmarking. Chacun sait ici ce que c'est que le benchmarking. Moi, je vous assure que j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était vraiment. Eh bien, si vous parlez comme Molière et Victor Hugo, vous utiliserez le mot de comparaison, tout simplement. Mais benchmarking, avouez quand même que ça classe son homme ou sa femme, et que surtout, ça met le citoyen lambda à distance. Puisque, évidemment, s'il ne comprend pas ce que c'est le benchmarking, c'est qu'il est trop sot pour comprendre les politiques qui ont besoin de ce vocabulaire barbare pour s'exposer. Et puis, il y a une nouvelle circonlocution. Savez-vous ce que c'est que l'évolution du budget en 0 volume? Alors, il y a des ministres, d'ailleurs, des Finances, qui se méfiaient de moi parce que de ma place, je les interpellais en disant « s'il vous plaît, en français ». 0 volume, ça veut dire que la valeur du budget évolue de 0% en francs courants. Mais si vous décryptez, ça veut dire surtout que le budget n'évolue même pas au niveau de l'inflation. Donc quand vous parlez du budget de la culture, j'y reviendrai tout à l'heure en citant Victor Hugo, quand le budget de la culture évolue en 0 volume, ça veut dire qu'on réduit le budget de la culture. C'est ça que ça veut dire. Et vous voyez que ces transgressions sur la langue, elles ont aussi un objet de dissimulation. Et que donc, ce n'est pas seulement l'inculture, c'est l'habillage de renoncement politique, les deux d'ailleurs chez les mêmes se conjuguant sans problème. Il y a l'absence, quand vous écoutez nos parlementaires d'aujourd'hui, de références littéraires et historiques. Alors vous en avez qui massacrent la langue. Je ne trahirai pas quel fonctionnaire de l'Assemblée nationale m'a dit à propos d'une collègue, je peux dire d'où elle est, députée maire d'Aix-en-Provence, qui un jour, massacrant tellement notre langue, je l'ai interrompie en lui disant de ma place, mais ma chère collègue, on ne risque pas de vous confondre avec Marguerite Yourcenar. Et alors, elle se retourna alors vers moi, et je vis bien alors, n'est-ce pas, qu'elle ne savait pas qui c'était. Et c'est triste quand même. Mais pire, un de nos collègues, je vais le citer, Jérôme Chartier, député UMP de l'Oise, a écrit un livre sur la Ve République. Il me l'a envoyé dédicacé. Moi, tout ce qu'on me donne à lire, je le lis, parfois avec beaucoup de retard. Et, ô surprise, il manque le fait fondateur de la Ve République. Le putsch du 13 mai 1958. Donc, je vois Jérôme Chartier, je lui dis « Jérôme, écoute, j'ai lu ton livre, mais il y a un problème, tu ne parles pas du putsch. » Il me dit « Quel putsch ?» Je lui dis « Attends, tu as 20 ans de moins que moi, mais quand même, tu sais que le 13 mai 1958, il y a eu un putsch, et que c'est suite à ce putsch que la Constitution de la 4e République a été effacée, donc par un acte illégal, qui, dans d'autres circonstances, aurait conduit certains devant un peloton d'exécution, que De Gaulle revint au pouvoir. Je ne formule pas de jugement, je décris des faits qui sont inscrits dans l'histoire. Alors, si j'en restais là, vous pourriez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces parlementaires ? On choisit ce qu'il y a de pire. Du point de vue de la maîtrise de la langue, on les rassemble et on les met là, dans l'hémicycle. Non, telle n'est pas la réalité. Vous avez des parlementaires cultivés. Et par exemple, à propos de cet incident avec notre collègue député maire d'Aix-en-Provence, cela a donné naissance, entre moi et un de mes collègues, Michel Piron, député du Maine-et-Loire, à une relation littéraire à propos de Marguerite Yourcenar, parce que lui aussi est un grand amoureux de Marguerite Yourcenar, comme Pierre Lequillier, député de droite des Yvelines, est un amoureux de Stefan Zweig. Donc vous avez des parlementaires cultivés. Vous avez Laurent Fabius, dont je ne partage pas beaucoup de convictions, mais je vous recommande la lecture de son Cabinet des 12, où il est capable de faire une lecture comparée des peintres à la façon dont Malraux le fait dans son musée imaginaire. Et la langue, c'est très important. Ça sera ma première citation de Victor Hugo quand il disait
dans les choses vues, le mot est la chair de l'idée, cette chair vit. Et les mots donnent vie aux idées, il n'y a pas de doute. Donc les références sont importantes. Pourquoi ? Parce que nous ne venons pas de nulle part. Et selon moi, nous devons assurer la filiation, et je choisis mes mots, assurer la filiation, assumer l'héritage et le revendiquer. Alors ça, souvent, c'est politiquement incorrect. Mais imaginez, ou plutôt vivez le débat parlementaire d'aujourd'hui et imaginez l'hémicycle avec les joutes Jaurès-Barrès. Hélas, ça n'existe plus. Ce n'est pas nostalgique, puisque je n'ai pas connu cette période, mais je pense qu'à un moment donné, le personnel politique est au niveau de notre société d'aujourd'hui. Il exprime aussi un état de crise. La crise aujourd'hui n'est pas qu'économique, elle est intellectuelle, culturelle, sociale, morale, et ça se traduit aussi dans le personnel politique. Alors, selon moi, que portent les parlementaires ? Eh bien, ils portent des convictions, pour certains. Pour d'autres, ou pour tous, ils portent des intérêts, mais pas les mêmes. Vous avez des intérêts désintéressés. Moi, je prétends faire partie de cette catégorie, de porter des intérêts désintéressés, c'est-à-dire de me battre pour des gens qui ne vont pas essayer de me soudoyer ou qui ne vont pas essayer de faire pression parce qu'ils savent que ça ne peut pas marcher, mais que moi, je ne défendrai pas des intérêts économiques, je défendrai des intérêts moraux, parfois avec des enjeux économiques derrière, quand il s'agit du pouvoir d'achat, par exemple. Alors, pouvoir d'achat, vis-à-vis de certains parlementaires aujourd'hui, c'est un gros mot, évidemment. Et puis, il y a des parlementaires, aujourd'hui, c'est pas nouveau ça, qui expriment des intérêts de lobbyisme. Je pourrais vous dire qui roule pour les pétroliers, qui roule pour l'industrie pharmaceutique, qui roule pour les casinos. Ce n'est pas difficile d'ailleurs, vous pouvez le trouver vous-même en consultant les questions écrites. Et vous verrez qu'il y a des parlementaires qui posent des questions écrites bizarres qui ne vous auraient jamais intéressé si vous n'aviez eu la curiosité de vous plonger dans le journal officiel. Dans les positions des parlementaires, il y a aujourd'hui aussi quelque chose, je pense, qui est propre à notre époque, ce sont les surenchères qui tiennent à la recherche de postures politiciennes. Si je prends dans le tout récent, il y a les pains au chocolat de Jean-François Copé qui ne visait qu'à évidemment siphonner l'électorat du Front National, mais il n'y a pas très longtemps, rappelez-vous le traité constitutionnel, le nom de Laurent Fabius au traité constitutionnel 2005, quand on connaît Laurent Fabius, évidemment, ce n'était pas par conviction qu'il s'était prononcé pour le nom, c'était pour des postures au sein du Parti socialiste et pour des questions de pouvoir au sein du Parti socialiste. Je voudrais évoquer brièvement le rôle des médias, parce qu'au temps de Victor Hugo, les médias, c'est-à-dire, c'est quoi les médias à l'époque ? Bien, c'est la presse écrite. Jouaient un rôle tout à fait considérable avec des discours repris ou vilipendés d'ailleurs, mais qui faisaient l'objet de confrontations dans la société via la presse, y compris quand il y a des publications, le nombre d'exemplaires est tout à fait impressionnant. Aujourd'hui, on considère qu'un bon tirage pour un ouvrage, c'est 3-4 000 exemplaires. Regardez les publications de Victor Hugo. Tout le monde n'était pas édité comme Victor Hugo. Mais les textes politiques de Victor Hugo, ou ceux qui pouvaient avoir une connotation politique, étaient lus par des dizaines de milliers de personnes. Rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ces textes repris alimentaient véritablement la confrontation. Et c'est la même chose pendant toute une période. C'est la même chose, par exemple, du temps de Jaurès au moment de l'affaire Dreyfus. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Aujourd'hui, et ça c'est un signe de notre temps aussi, vous avez des journalistes
formatés par leur origine sociale, par leurs écoles, par le poids des intérêts des propriétaires des médias, des annonceurs, avec un choix des informations invraisemblable. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on vous a parlé de l'affaire Ligonès, ce monsieur qui a tué ses enfants avant de disparaître, et comparer le temps qu'on a passé sur ce monsieur Ligonès avec le temps, par exemple, qu'on passe sur les milliers de personnes qui meurent dans notre pays chaque année du fait du trouble circulatoire qui résulte de la malnutrition. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu, qu'on vous en a déjà parlé à la télévision, des dizaines de milliers de personnes qui, chez nous, meurent chaque année du fait de la malnutrition? Savez-vous que l'obésité, dans notre pays, réduit l'espérance de vie d'une dizaine d'années? Ça, c'est un sujet de société. Et pourtant, on n'en parle jamais. Ça ne vous semble pas bizarre, à vous? Parce que derrière, évidemment, il y a des enjeux de société. Dans les médias d'aujourd'hui, à la différence de ce qui se passait du temps de Victor Hugo, on ignore des sujets sociaux, sauf quand ils permettent de glisser vers le fait divers. On va vous parler des problèmes d'emploi quand des ouvriers acculés relient entre elles des bonbonnes de gaz et menacent de faire sauter leur usine. Ça devient intéressant. Mais comment on en est arrivé au dépôt de bilan? Ce que se sont mis les actionnaires dans les poches avant, on ne vous en parle pas, parce que c'est vulgaire quand même que de parler de choses aussi triviales. Les médias aujourd'hui ne sont pas un relais du débat démocratique, mais sont une barrière, sauf exception. Sauf exception. Et il y a toujours des exceptions, il ne faut pas tomber dans le noir ou blanc. Mais je pense qu'il y a aussi une autre caractéristique de la période dans laquelle nous sommes, c'est la dictature de l'instantané. Moi, je serais tenté, face à ça, de faire l'éloge de la lenteur qui va avec la réflexion. C'est aussi, et ça n'existait pas sous Victor Hugo, le règne des experts. Des experts grassement payés qui se retrouvent toutes les semaines dans un club qui siège à l'hôtel Crillon, vous savez, un lieu où le café est particulièrement bon marché, si vous allez au bar, et vous avez des vedettes médiatiques qui deviennent des vaches sacrées. Par exemple, je vais vous en citer une, au risque d'en faire sauter au plafond quelques-uns parmi vous, Patrick Pelloux, qui est un suppôt des témoins de Jéhovah, ce que vous ne saviez pas, et qui est devenu une vache sacrée au moment de la canicule. Et moi, vous savez, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille. Pourquoi donc Patrice Pelloux ne s'en prend-il qu'à l'hôpital public? Et en remontant la filière et en enquêtant, on s'est aperçu qu'il y avait des intérêts derrière. Mais les médias, sans esprit critique aucun, et ça c'est très différent de l'époque de Victor Hugo, parce que même s'il y avait confrontation, il y avait quand même cette confrontation sur des idées. Je suis très frappé qu'on n'ait pas du tout recours aux savants aujourd'hui. Mais on a recours dans les médias à ceux qui parlent de science, mais qui ne la maîtrisent pas. On met sur le même plan ce qui est vrai et ce qui est établi avec ce qui ne l'est pas. Alors, Victor Hugo a été parlementaire plusieurs fois. Je mets entre parenthèses la période où il a été pair de France. Non pas qu'elle ne soit pas intéressante, mais il n'est pas arrivé là par le suffrage universel. Il est arrivé là, d'ailleurs, mais on ne va pas entrer dans le détail. Il y a des hugoliens distingués ici. Je pense que Gambetta a joué un rôle, on me l'a dit récemment, puisqu'il est arrivé via l'Académie, n'est-ce pas, je pense, puisqu'il y avait des contingents réservés. Et il a été député, et ça c'est beaucoup plus intéressant, il a été sénateur. Et dans les périodes où Victor Hugo a été parlementaire, le Parlement pesait. Et je reviens à l'idée de mes pères. Aujourd'hui, nous avons un Parlement qui ne pèse pas dans la vie politique. Normalement, les parlementaires se distinguent par leur droit d'amendement. C'est l'une des trois fonctions des parlementaires. En réalité, on n'amende rien du tout puisque tout est ficelé avant. Et donc, les hémicycles sont des lieux où il y a des joutes, normalement, où on confronte les idées.
mais où on n'influe pas sur le cours de la législation du pays, parce que c'est la Ve République, tout est réglé par l'exécutif. Et vous imaginez à quel point le parlementaire Hugo serait en décalage dans la Ve République. Inimaginable pour lui. Alors, il y a néanmoins un point commun entre la période où Victor Hugo fut parlementaire et la nôtre, c'est que le Parlement peut rester une tribune. C'est un lieu où vous pouvez vous exprimer et porter des idées si vous en avez. C'est un point d'appui pour le débat et aujourd'hui, et c'est peut-être un point commun avec l'époque, c'est un point d'appui quand votre voix perce les murs de l'hémicycle pour le mouvement social. Or, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur les médias, comment le propos perçait-il les murs de l'hémicycle? C'était par les médias. Or, aujourd'hui, les médias ne portent pas la parole qui est exprimée dans l'hémicycle, si ce n'est par des petites phrases. Donc, selon moi, mes pairs, ce ne sont pas ceux qui sont semblables par la fonction ou par la position sociale, mais qui sont semblables par les idées et par les convictions. Donc, mes pairs à moi, ce sont ceux qui portent les idées universelles issues des Lumières et de la Révolution française. Mes pairs ne sont plus ceux qui occupent ou ont occupé une fonction législative, mais ceux qui sont les héritiers et qui poursuivent ces idées issues des Lumières en les renouvelant par des actes et le credo humaniste de notre société. Et donc, la notion de père, quand on dit ce sont ceux qui occupent des fonctions semblables, ont une situation sociale semblable, ça pousse à l'unanimisme. Or, la confrontation politique, par nature, ne peut pas être unanimiste. Elle doit être débat, confrontation véritable, parce que dans un pays comme le nôtre, nous n'avons pas le même positionnement. Par exemple, sur les injustices. Moi, je ne suis pas à équidistance entre ceux qui subissent ces injustices et ceux qui les produisent. Je ne suis pas à équidistance entre ceux qui travaillent ou voudraient travailler et ceux qui vivent du travail des autres. Il faut choisir son camp. Et Victor Hugo choisissait son camp. On lui a reproché d'avoir beaucoup évolué dans sa vie. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je remercie la maison de Victor Hugo de m'avoir sollicité, parce que pour moi, c'est devenu très clair. C'est qu'il a beaucoup changé d'avis, mais toujours dans le même sens. Ce qui est quand même plutôt intéressant. C'est vrai qu'il a commencé comme monarchiste, mais qu'il a fini comme républicain authentique, coordonnant les gauches et extrêmes gauches à ce qu'était le Parlement de l'époque. Et je pense que, issu de cet humanisme qui bouleversa le monde à travers la Révolution française, subsiste le prestige de la France et son rayonnement dans le monde, et selon moi, il y a une continuité. Et je ne veux pas isoler Victor Hugo des sources, c'est-à-dire des Lumières de la Révolution, ni de ce qui a suivi. Et pour moi, il y a trois personnages emblématiques, il y en aurait beaucoup d'autres, mais je voudrais me limiter à ces trois-là. Il y a Victor Hugo, Jaurès et Romain Rolland. Deux hommes politiques engagés, à la plume acerbe, et un intellectuel engagé dans le champ politique, Romain Rolland. Je voudrais citer plusieurs points d'une sorte de credo qui se continue au travers du temps, et ces points qui me font dire que nous sommes des pairs, des semblables, par les idées qui nous font semblables, et non par la fonction dont l'unicité recouvre des oppositions, des choix, des fractures irréconciliables. Moi, je n'ai rien de commun, je ne suis donc pas pair avec Nicolas Sarkozy, avec Jean-François Copé, avec Nadine Morano ou Kouchner. Je prends des exemples extrêmes, c'est facile, parce qu'avec cela, vous imaginez bien que je ne m'imagine même pas de ressemblance. Je n'ai pas cité délibérément François Fillon, Simone Veil ou Philippe Séguin.
parce que la vie politique n'est pas en noir ou blanc. Et les trois que je viens de citer, je ne suis pas filloniste, je n'ai jamais été séguiniste, mais j'avoue que j'ai de la considération pour ces gens-là, parce qu'ils obéissent néanmoins à une certaine conception de la République qui ne m'est pas complètement étrangère. À l'inverse, dans ceux qui sont fidèles à mon triptyque, Victor Hugo, Jean Jaurès, Romain Rolland, vous ne m'entendrez pas citer, même si je les cite maintenant pour la clarté de l'exposé, Manuel Valls, Pierre Moscovici, Jérôme Cahuzac, j'avais écrit mon papier avant hier soir, ou François Hollande. Parce que je ne les sens pas parmi mes pairs. Nous n'avons pas la même conception de la société. Les quatre que je viens de citer, par rapport aux idées affichées, leurs actes sont faits de renoncement et de capitulation. Pas de persévérance dans le sens où Victor Hugo le disait quand il dit « je poursuis un but et je ne transige pas ». Les points d'identité ou de similitude qui me font dire qu'il y a une filiation qui traverse le temps et qui est constitutive de notre identité mentale collective et détermine des traits forts de la perception de la France, c'est ce qui fait que nous sommes semblables. Une tradition humaniste qui se perpétue et que je définirais en quelques traits l'éminence de la personne humaine, de ses droits ou du devoir du pouvoir à son égard, et pas l'inverse. Ce qui l'emporte alors, ce n'est pas la loi au service du fort, c'est la morale et la conscience qui obligent à préserver les droits matériels et moraux de la personne contre l'État quand c'est nécessaire. Alors, je voudrais évoquer quelques points et là, je vais m'appuyer beaucoup plus sur les citations. D'abord, le rapport au pouvoir. Le pouvoir sous la Ve République, c'est devenu une obsession pour certains. Il y en a, c'est ce que disait le curé de la paroisse de François Bayrou, dès qu'ils sont tout petits, ils ne pensent qu'à une chose, à devenir président de la République. Mais cette obsession, à quoi sert-elle? Est-ce que le pouvoir, c'est fait pour accéder à une fonction où on exerce une certaine domination sur les hommes et sur les choses quand le pouvoir est conquis? On se rend compte que, en fin de compte, pour ceux qui veulent accéder au pouvoir, dans ce que je viens de dire, ce n'est pas pour eux le moyen de donner forme au destin des hommes. Et c'est ce qui explique qu'après, quand ils ont conquis le pouvoir, il y a reniement des promesses, et qui n'avaient pour objet que d'attirer le suffrage des électeurs. C'est Sarkozy qui dit « travailler plus pour gagner plus », c'est François Hollande qui dit « le changement, c'est maintenant », ou qui dit « je renégocierai le traité européen ». Et dès qu'il est élu, une génuflexion devant Saint-Angèle de Germanie, en disant « non, tu n'as pas bien compris, parce que tu ne parles pas français, je ne parle pas allemand, je n'ai jamais voulu dire ça ». Donc vous voyez, Sarkozy-Hollande, les pères pour moi, non. Je pense qu'il faut d'abord vivre et agir pour des idées, pour leur réalisation, et le pouvoir comme moyen et non pas comme objectif. Et je voudrais vous citer Hugo, quand il dit, le 22 août 1870, « J'ai une certaine quantité de pouvoir spirituel. Veux-je autre chose? Non. Le pouvoir matériel? Pourquoi? Être ministre, président, etc. À quoi bon? Ministre de quoi? Président de qui? Je suis sur la terre un esprit, je veux rester cela. Être un esprit. Un esprit au service de quelles idées, de quelles valeurs, de quels objectifs? Comment être un esprit, plus globalement, un homme ou une femme politique? Eh bien, je vais vous dire, selon moi, comment on peut être un esprit. C'est participer au débat politique, au débat d'idées, et le Parlement est le lieu de la confrontation, devrait être le lieu de la confrontation, dans un État démocratique. S'il n'y a pas un lieu de médiation
on s'affronte sur les idées, les contradictions de la société, il faudra bien qu'elles s'expriment quelque part. Et s'il n'y a pas un lieu privilégié de l'échange, de la confrontation, ça se règle d'autres façons, ça se règle par la violence, ça se règle dans la rue. Et moins on est dans un système démocratique, et plus il y a ce risque. Et selon moi, le parlementaire doit être un homme libre. Et il peut l'être d'autant plus qu'il est immune dans l'hémicycle. Et Victor Hugo disait dans la préface à Marion Delorme, quand on a toute liberté, il sied de garder toute mesure. Vous voyez, mesure à laquelle Jean-François Copé a manqué quand il parlait des pains au chocolat. Et donc, selon moi, l'idéal d'un homme politique, d'un intellectuel engagé, ça devrait être justement de répondre à ces critères. Et je vous ai parlé de Jaurès tout à l'heure, parce que Jaurès, à mon avis, du point de vue de l'humanisme, du point de la conception de la bataille poétique, est dans la ligne directe de Victor Hugo. Et Romain Rolland, qui avait une grande admiration pour Jaurès, disait « Jaurès offre un modèle presque unique dans les temps modernes d'un grand orateur politique qui est en même temps un grand penseur, joignant une vaste culture à une observation pénétrante et la hauteur morale à l'énergie de l'action. Il faut remonter jusqu'à l'Antiquité, ajoutait-il, pour retrouver un pareil type humain. De tous les dons de cet homme, le plus essentiel fut d'être essentiellement un homme, non l'homme d'une profession, d'une classe, d'un parti, d'une idée, mais un homme complet, harmonieux et libre. Je trouve que c'est une belle définition de l'homme politique, et Victor Hugo a été cela, toujours un homme libre, sachant dire non face aux sollicitations dont il fut pourtant souvent l'objet. Alors, il y a le problème des comportements dans le champ politique. Et de ce point de vue, les pairs dont il était question, quand on ne les compare pas d'après le partage des convictions, mais d'après le partage des fonctions, il y en a qui ne se comportent pas bien, n'est-ce pas? Et moi, je pense qu'un homme politique, une femme politique ou un intellectuel engagé, c'est quelqu'un qui, dans le débat, doit être très respectueux des autres. Moi, j'ai toujours essayé de l'être dans mon mandat. J'ai failli à 2 reprises, et je me le rappelle encore. Et d'ailleurs, comme je commis un outrage public, je me suis excusé publiquement dans l'hémicycle pour réparer l'outrage que j'avais commis à mon corps défendant. Mais vous savez, quand on improvise, parfois, il arrive que la langue fourche ou glisse trop rapidement. Et quand Jaurès dit « Nous n'avons pas de la tolérance, mais nous avons à l'égard de toutes les doctrines le respect de la personnalité humaine et de l'esprit qui s'y développe », je pense que ça, c'est la caractéristique qui devrait être celle d'un homme, d'une femme politique ou d'un intellectuel engagé. Quel est le devoir d'un homme politique dans le débat? Je dis un homme politique par facilité, vous admettrez derrière l'homme la mixité. C'est, selon moi, de ne jamais haïr, mais de ne jamais renoncer. Et Victor Hugo, de ce point de vue, est un modèle. Je pense que c'est un homme qui a été complètement étranger à la haine. Il avait, vis-à-vis de la haine, une sorte de mouvement de répulsion comme vis-à-vis de la violence elle-même. La haine n'étant qu'une forme de violence, d'ailleurs, selon moi. Et jamais il n'a renoncé. L'exemple le plus magnifique, certainement, c'est son combat contre la peine de mort. Mais il n'y a pas que cela, l'amnistie. La révolution, la double révolution, les 2 insurrections de 1848, février, il est du côté des révolutionnaires, juin, il est contre les révolutionnaires. Je schématise, c'est plus compliqué que ça.
Il va sur les barricades, il est député à ce moment-là, il va sur les barricades pour discuter avec les insurgés. Et quand il voit la répression, l'horrible répression du général Cavaignac, il s'oppose à la répression à ce moment-là. Il est contre la Commune de Paris, ou plutôt il ne la soutient pas. Là aussi c'est plus compliqué, il faudrait en soi en faire un sujet. Et en plus, il enterre son fils Charles le jour où la Commune éclate, le 18 mars 1871. Mais qui sait que la Commune est en train d'éclater? C'est l'histoire qui nous dit que c'est le début de la Commune, le 18 mars. Mais le 18 mars lui-même, personne ne le sait, sauf les 2 généraux qui sont fusillés par les Parisiens parce qu'ils étaient venus pour prendre les canons et qu'ils avaient donné l'ordre de tuer les Parisiens. Victor Hugo, immédiatement, quand il voit la répression vis-à-vis des communards, 1, il s'y oppose, 2, il milite tout de suite pour l'amnistie. Fantastique. Et donc, comme ceux que j'ai évoqués, Jaurès, Romain Rolland, c'est un homme, Victor Hugo, qui n'a jamais été habité par la haine et qui a toujours eu de la révulsion vis-à-vis de la violence. Je pense qu'avoir des convictions et les défendre avec passion, c'est un privilège quand on occupe la fonction de parlementaire. Et vu ainsi, la vie publique, c'est quelque chose, quand on ne l'a pas vécu soi-même, qu'on ne peut pas mesurer dans sa profondeur et son intensité. Je pense que c'est un exercice dans lequel il ne faut jamais perdre courage et espoir, surtout sous la Ve République, parce que vous vous battez, vous développez vos arguments, vous travaillez avant, et vous savez de toute façon, avant même le débat, que vous serez battu. Il faut une certaine forme de schizophrénie, d'inconscience, pour néanmoins persévérer dans l'exercice, me semble-t-il. Mais je pense que là aussi, Victor Hugo, Jaurès nous ont appris qu'il ne faut jamais perdre courage et espoir parce qu'il faut conserver la certitude que nous ne sommes qu'un maillon dans un processus d'enchaînement d'idées, de combats, de mutations qui participent au mouvement du progrès dont les Lumières du XVIIIe siècle ont été la période initiatrice. Et ce combat, c'est un choix. Selon moi, ce n'est surtout pas un choix de carrière. Quand Jean-François Copé me dit au cours d'une conversation comme cela, alors c'est pas trop bien que j'y fasse référence parce que ce n'est pas une conversation publique, mais je le fais quand même parce que ça va permettre de rendre mon propos plus concret. Quand il y avait la question de la direction de l'UMP, et donc j'ai un échange avec Jean-François Copé, vous savez, le lieu des échanges à l'Assemblée nationale, c'est la buvette. Et je lui dis, pour toi, il me dit, moi, c'est ma dernière fenêtre pour 2017. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette réflexion? C'est qu'il a un projet de carrière, il n'a pas un choix de vie au service d'une vision de la société, au service de ses concitoyens. Et je pense que quand on est homme, femme politique ou intellectuel engagé, il faut croire aux hommes et le seul choix qui vaille, c'est d'être aux côtés des plus modestes et de ceux qui s'investissent pour les autres. Et je voudrais vous citer ce texte de Victor Hugo d'avril 1854. Quant à moi, ayant un peu sondé, je ne regarde la vie que comme bonne à être sacrifiée. Or, comment mieux placer son sacrifice? Quelle cause plus grande et plus sainte que celle des souffrants? Là, en toute immodestie, quand je lis ça de Victor Hugo, je dis oui, nous sommes semblables. Et je m'identifie à ce moment-là à Victor Hugo. Alors, une autre caractéristique de l'homme ou de la femme politique, c'est sa liberté, normalement. Il y a une tradition dans notre pays, c'est le refus du mandat impératif.
C'est-à-dire qu'un homme ou une femme politique doit se déterminer en conscience. Se déterminer en conscience, ça ne veut pas dire que vous oubliez le lendemain ce que vous avez dit la veille, du point de vue des engagements moraux que vous avez pu contracter. Et Victor Hugo a toujours été fidèle à sa conscience. Je pense qu'un homme ou une femme politique, alors c'est politiquement très incorrect ce que je vais dire, mais moi j'ai toujours pratiqué comme ça, a un devoir d'indocilité. Indocile, ça ne va pas avec discipline. Alors, la liberté ne veut pas dire l'irresponsabilité en même temps. Vous détenez un mandat, donc vous avez une fonction, et y compris dans ce que vous dites, vous réfléchissez à l'impact des paroles que vous tenez. Parce que quand les gens parlent avec vous, ils ne parlent pas avec Jean-Pierre Brard, par exemple, mais ils parlent avec Jean-Pierre Brard qui occupe une responsabilité et dont ils attendent un positionnement. Et donc, ils n'attendent pas une opinion personnelle. Ils attendent une opinion qui exprime des valeurs, qui est portée par une personne, mais qui dépasse la personne. Et Victor Hugo disait, ça c'était en 1872, le 29 décembre, donc vous voyez, même la période des fêtes, pour lui, ce n'était pas un problème. Aucun parti n'a jamais pu me faire prisonnier, aussi ne serai-je jamais chef. 1872. Il a 70 ans à ce moment-là. Donc, il a eu le temps de réfléchir, mais surtout, les actes qu'il a posés dans cette longue vie témoignent pour la sincérité du propos. Alors, j'accélère parce que l'heure tourne et on m'a donné 30 à 45 minutes et j'arrive aux 45 minutes déjà. Le député, le parlementaire fait la loi. Et pourtant, moi, je fais une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. J'ai expliqué ça un jour à un juge d'instruction. Je dis, monsieur le juge, selon moi, il y a ce qui est légal et ce qui est légitime. Évidemment, moi, j'étais du côté de ce qui était légitime et pas de ce qui était légal. J'avoue que je n'ai pas réussi à convaincre le juge. Mais ça m'est égal de convaincre ou de ne pas convaincre le juge. Moi, ce qui compte, c'est d'être en paix avec moi-même. Et je vais vous donner 2 très brèves phrases de Victor Hugo avec lesquelles je suis en parfaite harmonie. En 1860, c'était le 23 décembre, il écrit « Quand les lois sont contre le droit, il n'y a qu'une héroïque façon de protester contre elles, les violer. » Et 14 ans plus tard, le 31 mars 1874, il écrit « Une loi qui proscrit la fraternité et qui punit la pitié est une loi mauvaise. Nous la flétrissons, nous la méprisons et nous la violons. » Eh bien, moi, je m'identifie complètement à cela. Et quand, avec mes amis montreuillois, l'année dernière, nous rouvrons la porte d'un appartement d'où une femme avec 3 enfants vient d'être jetée, que nous rouvrons cette porte à la perceuse, je confesse que ce n'est pas légal. Mais j'affirme que c'est légitime. Et nous l'avons fait. Ou bien, quand dans une autre circonstance, toujours une dame qui avait été jetée de son appartement avec ses 5 enfants, et que nous avons rouvert l'appartement au pied de biche, c'est la première fois de ma vie que je manie un pied de biche, et que lorsque nous réfugions dans l'appartement, nous attendons le propriétaire de pied ferme avec l'huissier, et que lorsque le propriétaire a ouvert la porte et qu'il a vu que l'appartement était plein de gens qu'il ne connaissait pas, j'avoue que j'ai été fier d'avoir violé la loi. Et qu'en cela, je suis fidèle à Victor Hugo. Parce qu'il faut savoir désobéir quand la loi n'est pas légitime. Homme, femme politique, il faut avoir son échelle de valeur pour la bataille politique et pour sa vie personnelle, et il faut reconnaître la prééminence des libertés fondamentales qui, selon moi, doivent déterminer les priorités et les modalités de l'engagement politique. Toujours les mêmes racines, je n'y reviens pas, et il y a cette filiation dans laquelle je me reconnais avec des valeurs nouvelles y compris, qui
du temps de Victor Hugo n'étaient pas, pour certaines d'entre elles, à l'ordre du jour, mais qui, grâce aux combats qui ont été menés, se sont affirmés. Par exemple, le droit au travail, le droit à la protection sociale, le droit au logement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans cette filiation, il y a continuation, mais il y a renouvellement aussi dans les conditions politiques du moment. Et j'ai eu souvent l'occasion de dire à la tribune de l'Assemblée nationale que moi, mes valeurs n'étaient pas cotées à la bourse et qu'elles étaient plutôt au Panthéon. Je n'ai jamais entraîné l'adhésion d'une majorité de collègues pour approuver cette affirmation. Mais je voudrais vous citer deux textes très brefs, là encore, l'un de Victor Hugo et l'autre de Romain Rolland. Pourquoi j'ai rapproché ces deux textes? Parce qu'ils disent à près de 70 ans d'écart la même chose. Et c'est en cela qu'on voit la filiation s'affirmer. Victor Hugo, le 26 mars 1854, dit « Je dis que l'humanité a un synonyme, égalité, et qu'il n'y a sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doive s'incliner, le génie, et qu'une chose devant laquelle on doit s'agenouiller, la bonté. » La bonté. Entendez-vous des hommes ou des femmes politiques parler de bonté? Pourtant, selon moi, c'est une vertu tout à fait cardinale. Et quand Romain Rolland dit « La plus belle des musiques de l'âme, c'est la bonté », sinon Jean-Christophe, il dit la même chose que Victor Hugo, même si c'est beaucoup plus tard. Un homme, une femme politique doit mettre ses actes en conformité avec les proclamations. Et je pense qu'un parlementaire, c'est aussi quelqu'un qui a les mains dans le cambouis. Et de ce point de vue, Victor Hugo ne fuyait pas ses responsabilités pour s'intéresser aux choses concrètes du mandat parlementaire. Et j'ai été pendant 24 ans membre de la commission des finances. Et donc intervenir sur un budget, je sais ce que ça veut dire. Et Victor Hugo ne s'est pas privé de le faire également, par exemple, sur le budget de la culture. Ça tombe bien, j'ai croisé Aurélie Filippetti tout à l'heure, qui a complètement oublié ses engagements préélectoraux et qui a accepté cette année la réduction du budget de la culture, qui a renié ses engagements qu'elle a pris au moment de l'affaire Hadopi, par exemple. Et lui, Victor Hugo, ne renonçait pas. Et voilà ce qu'il dit à la tribune de l'Assemblée constituante le 10 novembre 1848. « Je dis, messieurs, et vous allez voir la modernité du propos, je dis, messieurs, que les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des lettres et des arts sont mauvaises doublement. Elles sont insignifiantes du point de vue financier et nuisibles à tous les autres points de vue. » Et ça reste vrai. Le budget de la culture, c'est epsilon dans le budget de la nation. Et quand vous réduisez de 2-3% sur epsilon, ça fait 2-3% d'epsilon. Mais quelle symbolique derrière. Quelle symbolique. Et Victor Hugo le disait déjà. Alors quand il disait c'est nuisible aussi à tous les autres points de vue, il faut avoir à l'esprit les propos qu'il tenait sur l'école et sur l'instruction, mais je n'ai plus le temps. Je voudrais terminer sur le rapport à la vérité. Victor Hugo, comme Jaurès, avait un vrai culte pour la vérité. La vérité, dans notre monde politique actuel, c'est un gros mot. C'est un mot qui n'est pas utilisé. Et pour la pratique, c'est encore plus rare que l'invocation. Est-ce qu'on doit tout dire? Puisqu'il y a des hommes politiques qui pensent qu'on ne doit pas tout dire, y compris parfois au nom de la raison d'État. Victor Hugo n'était pas de cet avis. Victor Hugo, c'était en 1849, disait, et vous allez voir la modernité du propos, « Je ne veux pas, moi,
de paroles secrètes quand il s'agit de l'avenir du peuple et des lois de mon pays. Les paroles secrètes, je les dévoile. Les influences cachées, je les démasque. C'est mon devoir. Quelle exigence pour le travail d'un parlementaire que de tout dire, de tout révéler. Et j'ai pratiqué à la tribune de l'Assemblée nationale. Je me suis permis de le faire parce que je bénéficiais de l'immunité. Sinon, j'aurais eu un procès. J'en ai déjà eu pas mal dans mes affaires de secte. Mais il faut assumer. Sinon, il faut faire autre chose qu'être parlementaire et essayer d'honorer la confiance de ses concitoyens. Vous avez un de nos collègues, je suis d'autant plus à l'aise pour l'avoir défendu qu'il était UMP, qui a été élu et qui a été invalidé et rendu inéligible. C'était Georges Fenech, député du Rhône, qui a joué un rôle très important quand il était magistrat dans la lutte contre la scientologie. Son compte de campagne, il avait un mandataire financier, et alors là, pas de chance, son mandataire financier a un infarctus. Donc pour rendre les comptes dans ces conditions-là, c'est pas trop pratique. Et je vous fais bref, son compte de campagne est rejeté, son élection est invalidée, et il est déclaré inéligible. Et par des indiscrétions, je sais qui a été rapporteur au Conseil constitutionnel. Alors, je ne sais pas si j'aurai des ennuis après ce que je vais dire ce soir, mais puisque je l'ai dit et que ça figure au journal officiel, je considère que je me cite moi-même et que je cours moins de risques. Et puis, d'après tout, si j'en cours, tant pis. Ça fera travailler mon avocat. J'ai donc dit que le rapporteur était Madame de Guillenschmidt, que vous ne connaissez pas. Et Madame de Guillenschmidt, il n'y a qu'un problème, c'est que son époux est témoin de Jéhovah et avocat des témoins de Jéhovah. Et que donc, la décision contre Georges Fenech ayant été prise à une voix de majorité, l'avis du rapporteur a pesé extraordinairement lourd et que c'était une sorte de vengeance assumée contre un parlementaire qui, fût-il de droite, a assumé son devoir devant les citoyens français. Et ce jour-là, il a été puni. Qu'aurait voulu l'éthique? C'est que cette dame, fût-elle l'épouse de Maître de Guillenschmidt, se désista du rapport en disant « je ne peux pas, parce que je ne suis pas neutre dans cette affaire ». Pas du tout. Elle a pris le rapport, elle a rapporté, et notre collègue a été invalidé et rendu illégitime. Eh bien, moi je me suis inspiré de l'exemple de Hugo, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée. Je ne vous dis pas le scandale que ça a fait. Immédiatement, réaction du président du Conseil constitutionnel, lequel, je l'ai vu ailleurs, m'a dit je ne pouvais pas faire autrement. Et le président de l'Assemblée nationale, saisi par le président du Conseil constitutionnel, qui me dit « je suis obligé de t'envoyer une lettre ». Heureusement, j'étais immune, et donc je n'ai pas eu d'autres ennuis que ceux-là. Mais j'avais le choix. J'aurais pu me taire, puisque la règle veut que les délibérations du Conseil constitutionnel soient secrètes, et que je n'étais pas censé savoir ce qui s'y était passé. Je note simplement que lors de cette affaire, je n'ai pas été contredit sur le contenu de ce que j'avais dit, j'ai été contredit pour avoir mis en cause un membre du Conseil constitutionnel. Donc c'est une sorte d'hommage du vice à la vertu dans ces cas-là. Je revendique absolument la vertu républicaine et si j'avais un conseil à donner aux hommes et aux femmes politiques, je dirais deux choses. Un, que les combats ne sont jamais perdus. Celui de Victor Hugo sur la peine de mort a triomphé en 1981, que d'autres n'ont pas encore triomphé. Quand Victor Hugo
dit que je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère, vous voyez bien que la bataille est d'actualité et que l'objectif n'est pas atteint. Et je terminerai avec une dernière citation de Victor Hugo, qui pour moi est déterminante comme colonne vertébrale de l'activité d'un homme ou d'une femme politique. En 1851, il dit « Quoi qu'il arrive, je vois le but, je n'en détourne pas les yeux et j'y marcherai. Quiconque a ça à l'esprit est digne du service public qu'on doit à la nation. » Merci.